Fin juillet, à la télé, comme tout le monde, c'est révolte. On parle bien de révolte. C'est révolte à Beaumont-sur-Oise et dans les villes aux alentours. Quand j'ai vu ces jeunes qui se sont soulevés d'un coup, qui ont décidé d'exprimer leur colère, eh ben, j'ai décidé, on s'est appelé entre militants, comme l'a dit Assa, Samir, etc. Samir, qui est un ancien du mouvement de l'immigration et des banlieues. Ben, on s'est retrouvés très vite là-bas à Beaumont-sur-Oise, parce que c'était normal, il fallait qu'on le fasse. Et s'il n'y avait pas eu ces révoltes, s'il n'y avait pas eu toutes ces voitures brûlées qui font si peur au reste de la France d'en parler à ça, s'il n'y avait pas eu cette révolte, ben, je pense qu'on ne serait jamais arrivé, je pense, à Beaumont. Et je pense que la lutte du comité Vérité et Justice pour Adama n'en serait pas là. Donc je me retrouve effectivement propulsé là-bas, je me retrouve à Beaumont-sur-Oise. Et auparavant, évidemment, j'étais militant sur d'autres causes. Et donc moi je tenais vraiment à être là ce soir, et c'était vraiment très important, je pense, qu'on vienne, le comité Adama, ici à Tolbiac, surtout qu'en ce moment toute l'attention médiatique est sur vous. On a tous les réactionnaires, tous les fachos, tous les idiocrates, etc. qui mettent le paquet contre cette fac. Et juste avant, là, ce matin, il y a le porte-parole du FN qui s'est insurgé contre le fait que Assa Traoré, Madame Traoré comme il est appelé, vienne parler à Tolbiac. C'est-à-dire qu'en fait, la dame que vous voyez là, elle est pire que vous. Elle est pire que ceux qui occupent Tolbiac. Donc c'est pour vous dire où on en est. Et ils le pensent sincèrement. Et peut-être que c'est pour ça que les amis du FN sont venus du coup s'attrouper devant cette fac, puisqu'on vient de me dire que les CRS viennent d'arriver. Peut-être qu'ils ont répondu à l'appel du porte-parole du Front National. Alors, ici, donc voilà, moi je suis venu là un peu pour secouer, donc vous inquiétez pas, ça va bien se passer, mais je vais quand même un peu secouer le mouvement social. Parce que je pense qu'il y a un éternel sujet qui revient à chaque mouvement social, qui revient tout le temps. Et déjà en 2016, au moment de Nuit debout, c'était vraiment la question, the question. Faire la convergence des luttes entre les mouvements sociaux et les quartiers populaires. Voilà, c'est la grande question qui revient à chaque fois et qui revient encore là en ce moment. Alors évidemment, moi j'ai pris le métro, je suis arrivé, j'ai quitté ma petite banlieue natale pour me rendre de l'autre côté du périphérique à Nuit debout. Et donc ça c'était en 2016, c'était déjà le premier mouvement social, et d'ailleurs là c'est un peu l'héritage, hein, ça continue. C'est pour ça que c'est aussi vivace dès le départ, c'est qu'il y a un précédent tout récent, il y a une continuité en tout cas avec Macron et Hollande. Et donc du coup j'allais comme ça, j'étais un peu comme un ethnologue mais à l'envers cette fois-ci. Et c'était du coup le petit arabe de quartier qui venait regarder à la loupe et qui venait faire l'ethnologue pour regarder comment marchaient ces classes moyennes blanches parisiennes. Et du coup j'ai fait des sacrées découvertes. Et du coup j'entendais des gens comme ça dire ouais mais il faut les quartiers, ils étaient vraiment sincères, je voyais qu'ils étaient sincères. À la limite ils allaient pleurer, c'était vraiment voilà, il faut les quartiers, c'est pas possible, il faut qu'ils traversent le périph', etc. Et je me souviens que donc j'étais avec Alma Mikanoté qui est aussi membre du comité Adama, et donc il fallait absolument le faire. Et donc nous, donc j'y reviendrai un peu plus tard, on s'était dit mais est-ce que vous avez entendu parler auparavant de 2005, des révoltes de 2005? Est-ce que ça vous dit, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous renvoie à quelque chose? 3 semaines de révolte populaire sur toute la France, donc à l'échelle nationale, ce qui était inédit. Est-ce que ça vous dit, est-ce que ça vous parle déjà avant de demander où sont les quartiers populaires? Je reviendrai après dans le détail sur ce qui a été cette révolte. Et donc en fait, moi, depuis toujours, l'utilisation même du terme convergence, en fait, dans le milieu militant dans lequel je suis et dans lequel je me revendique, qui est en fait en gros les luttes de l'immigration depuis la décolonisation, c'est un mot, en fait, je me méfie de ce mot. Parce que je me dis toujours vers quoi on converge, vers qui on converge, et surtout vers où allons-nous converger territorialement, c'est-à-dire géographiquement, vers où on converge. Donc là, Nuit debout a donné une réponse, c'était à la place de la République. Et surtout, je me suis demandé, mais qui est au centre? Qui est au centre de ce point de convergence? Et donc je me demandais pourquoi le mouvement du coup de convergence doit se faire de la périphérie, et là c'est vraiment au sens propre comme figuré, vers le centre du coup qui était représenté, qui était symbolisé par la place de la République, place de la République avec le symbole de la République qui au passage avait génocidé mes ancêtres notamment en Algérie. Alors l'année dernière du coup, le 22 juillet 2017,
à Beaumont-sur-Oise, puisqu'on parle de convergence, et que du coup cet événement s'est passé après Nuit debout, hein, s'est déroulée une manifestation historique. Et je ne sais pas combien d'entre vous sont au courant que vraiment il y a eu une marche historique qui s'est déroulée le 22 juillet 2017. Le 22 juillet 2017 à Beaumont-sur-Oise. Qui était là? Levez la main. Oh, c'est pas mal ça. Bon, voilà. Donc, et par contre, qui a participé de près ou de loin au mouvement de la loi travail? Voilà. Et donc, c'est clair, c'est sans appel. Et donc, c'est là où il y a peut-être un petit souci. Donc, je vais expliquer ce qui s'est passé le 22 juillet 2017 à Beaumont-sur-Oise. Eh bien, il y a eu une marche historique qui a été organisée par les habitants de Beaumont-sur-Oise, par la famille Traoré, la famille d'Adama Traoré, par les amis de Adama, par toutes les villes aux alentours. Une marche en autogestion, une marche autonome, sans aucun argent, simplement par l'auto-organisation des habitants, de la famille et du comité Vérité et Justice pour Adama. Il y avait 2000 personnes à cette marche. Donc, je vous invite vraiment à aller voir les photos, à aller voir les vidéos. Il y avait 2000 personnes fin juillet, donc c'était le 22 juillet, à 50 km de Paris, c'est bien ça, 50 km de Paris. Donc il y avait 2 trains ce jour-là, dont un qui a été bloqué, qui a été saboté par la police. Et donc dans le Val d'Oise, dans le 95, cette fameuse périphérie dont parlait tant Nuit debout à l'époque, notamment Lordon et Ruffin. Donc l'écrasante majorité des marcheurs, c'est là que le bas blesse, venaient des quartiers populaires. Pourtant, nous n'avons pas vu donc, le mouvement de Nuit debout être massivement présent, donc à l'exception de quelques individualités, comme toujours, évidemment. Mais pourquoi, dans ce cas-là, il n'y a pas eu de grand appel? Pourquoi il n'y a pas eu, je ne sais pas, ces grandes figures de l'extrême gauche ou de la gauche, je ne sais pas comment il faut les appeler, appelées à venir massivement à cette marche du 22 juillet 2017 qui correspondait au 1 an de la mort d'Adama Traoré par des gendarmes de la République française. 3 gendarmes de la République française ont tué un homme parce qu'il s'appelait Adama Traoré, parce qu'il était noir, parce qu'il était habitant des quartiers populaires. Pourquoi ça n'a intéressé personne à ce moment-là, ou presque personne, de venir massivement le 22 juillet 2017 à Beaumont-sur-Oise? Alors là, donc on peut se dire que c'était fin juillet, on peut se dire que peut-être que la question du racisme, des crimes policiers n'intéresse pas tant que ça, mais il y a eu 2 cas, donc un qui a été cité par Assa Traoré, donc il y a eu Honnête. Donc Honnête, c'est le nom de cette fameuse société de nettoyage, cette j'ai envie de dire dégueulasse société de nettoyage qui exploite des femmes des quartiers populaires, qui exploite nos mamans, et nos mamans clairement, puisque la maman de Assa Traoré était gréviste à Honnête. Elle faisait partie des grévistes. Donc ce sont ces femmes, donc nos mamans. Moi personnellement, ma mère est aussi dans le nettoyage. Donc c'est grâce à son sacrifice qu'aujourd'hui je peux vous parler ici, que j'ai pu faire des longues études, parce qu'on retrouve massivement dans les postes de nettoyage, du nettoyage industriel, des femmes noires et arabes, massivement. Donc des femmes pauvres, noires et arabes, classe, race, hein, on articule. Il n'y a pas que les intellos qui le font. Et Honnête, donc on y a été, à ça, j'y ai été, le comité Adama a soutenu massivement, et je peux vous dire que c'était très difficile de rencontrer les grosses centrales syndicales. C'était très difficile de rencontrer les grandes figures intellectuelles de la gauche. Elles n'y étaient pas. À l'exception de quelques députés par-ci par-là, notamment donc de la France Insoumise, il y avait, je crois, Coquerel et Alexis Corbière, mais sinon, pour être honnête, il faut les citer, ils étaient là. Sinon, il n'y a eu personne. Personne. Un autre exemple. Parce qu'il y a des exemples, il y en a en fait, il y a des luttes. Elles existent, mais on ne veut pas les voir. On a les Chibani de la SNCF. Ça vous dit quelque chose, les Chibani de la SNCF? Ouais. On parle en ce moment d'une grève, celle des cheminots. Il y a eu 500 000 € de dons, et tant mieux. Et nous, on les soutient, attention. Nous, on est avec le mouvement social. Hein. On n'est pas fous. On sait très bien que toutes les lois, toutes les mesures de Macron, c'est nous qui allons les manger en premier et en pleine face. La destruction du service public, c'est pour nous, les habitants des quartiers populaires, avant tout. Et donc, les Chibani de la SNCF, donc c'est simple, c'est des cheminots en fait. C'est des travailleurs marocains qu'on est venu chercher comme du bétail au Maroc. On est venu, on les a touchés comme ça, on a regardé s'ils étaient robustes ou pas. On a été les chercher dans leur village, on les a ramenés ici, en France, pour faire le taf que personne ne voulait faire à la SNCF. Les tâches les plus dures, les tâches les plus ingrates,
eh ben, ce sont les cheminots marocains, les Chibani de la SNCF, ce sont eux qui ont fait en sorte que dans les années 70-80, les trains puissent fonctionner. Parce qu'ils faisaient des tâches que personne ne voulait faire, qu'aucun autre cheminot voulait faire. Eh bien, il faut savoir que ces travailleurs marocains, eh ben, ils étaient discriminés. Une entreprise publique d'État, je ne vous parle pas du privé, je ne vous parle pas de Bouygues, là, je vous parle de l'État français, discriminait les cheminots entre eux, sur un critère racial. Vous étiez marocain, vous étiez arabe, vous n'étiez pas payé au même salaire que les cheminots français, on va dire clairement blancs. Eh bien, pareil, donc j'ai été en première instance, donc il y a Farid Benahi qui est ici, qui est du Front Uni des Émigrations et des Quartiers Populaires, le FIQP, qui a énormément aidé les cheminots, qui les a soutenus, qui a fait en sorte qu'il y ait un peu de monde quand même. Et donc j'y étais, pareil, absence, mais c'est le vide sidéral. Mais je ne sais pas comment c'est possible en fait, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe en France. Comment se fait-il que les mouvements de gauche, qui portent l'émancipation, qui portent la question du travail, la question de l'égalité, comment se fait-il qu'ils étaient absents? Qu'est-ce qui se passe? Moi j'aimerais bien comprendre. Donc peut-être qu'après dans le débat vous aurez des éléments de réponse. Après je vous attaque pas vous, hein, mais j'en profite pour... du coup c'est voilà, on est dans un lieu à part, donc j'en profite pour le dire. Et donc en fait ces luttes elles existent. Et donc j'en viens, le 5 mai, on prévoit de faire la fête à Macron. Donc tant mieux, c'est chouette. Et il faut la faire, la fête à Macron. Je pense qu'il faut le dégommer, il faut le dégager, comme disait ça, je pense même qu'il faudrait même aller jusqu'à l'Elysée. Mais est-ce que, je pose la question, là du coup elle est ouverte, est-ce qu'on peut faire la fête à Macron sans les luttes des quartiers populaires? Sans ces luttes-là, sans les luttes contre les violences policières? Je pense pas que ça soit possible. Pourtant, pour le moment, c'est le chemin que ça prend. Donc ça c'est une interrogation que je pose, et surtout, encore une fois, je vous le dis, les luttes elles existent, c'était là, Honnête c'était là. Les Chibani de la SNCF c'était là, c'était il y a quelques temps là. Donc ça pose question quand même. Donc les luttes, elles sont là, mais elles sont invisibilisées. Elles sont invisibilisées par les médias de masse, par l'État. Et c'est normal, puisqu'ils n'ont pas intérêt à le mettre en avant. Parce que sinon, ça pourrait faire effet de domino, effet boule de neige. Et de l'autre côté, visiblement, elles sont invisibilisées par ce qu'on appelle les forces de gauche en France. Et ça, si nous prenons seulement, pour le cadre des luttes dont je parle qui sont invisibilisées, si nous prenons seulement le cas de la lutte du comité Adama, et Assa l'a rappelé là avec ses frères, donc il y a quand même 3 frères d'Adama Traoré en prison. Et donc ce sont des prisonniers politiques, et on insiste sur ce terme de prisonniers politiques. Ce sont des prisonniers politiques parce que ces 3 frères sont morts, parce qu'ils ont décidé de se mettre debout, parce qu'ils ont voulu se mettre debout pour réclamer la vérité et la justice pour leurs frères, qui n'avaient rien fait, qui étaient avec un bob, un t-shirt à fleurs sur son vélo le 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire. Et qu'ils ont voulu se mettre debout, ils ont voulu dire non. Ils ont voulu dire on veut la vérité, on veut la justice. Et à raison, puisque le procureur, je reviens encore sur cette République, le procureur de la République de Pontoise a menti. Il a caché sciemment des éléments. À tel point qu'il a menti, la lutte des frères d'Adama Traoré et du quartier, de la sœur, de la famille, du comité, ont fait en sorte que ce procureur soit muté. Un procureur de la République, Yves Janier, c'était le procureur de l'antiterrorisme à Paris. Ça peut vous dire comment on est protégé. Il devait être à Pontoise pour faire sa petite retraite tranquille. Il a menti sciemment. Un homme se fait tuer en ment. Vous vous rendez compte ou pas? Yves Janier, il y a eu un tel mensonge du parquet de Pontoise, de la justice de Pontoise, qu'il y a eu un dépaysement de l'affaire au TGI de Paris. Vous vous rendez compte ou pas? Aujourd'hui, vous le savez, c'est pas à Pontoise. Normalement, c'est à Pontoise. Ça sera au tribunal de grande instance de Paris, où 3 juges d'instruction ont été nommés tellement ils ont flippé. Donc ces 3 frères, Bagui, Yacouba, Youssouf, qui sont aujourd'hui emprisonnés, et d'ailleurs le 28 avril, il y aura une journée spéciale pour relancer la mobilisation dans le quartier. Eh bien, sachez que ces 3 frères-là, parce qu'ils ont réussi à faire ça, ils l'ont payé cher. Ils l'ont payé très cher. Ils sont aujourd'hui en prison. À ces 3 prisonniers politiques se rajoutent 25 autres jeunes emprisonnés. 25. Là, en fait, c'est clairement une punition collective, en fait. C'est une punition collective. On a tout un quartier, on vide un quartier de ces forces vives. Qui a mené, je vous ai dit, si moi je me suis retrouvé à Beaumont-sur-Oise, c'est grâce à ces 25. Ce sont ces 25 jeunes-là, et le 28 avril, on fera un graphe avec leurs portraits, leurs noms, etc. C'est grâce à ces 25 amis d'Adama
eh bien, je me suis retrouvé à venir en soutien à la famille Traoré parce qu'ils se sont révoltés et qu'ils se sont soulevés. Eh bien, on leur fait punir chèrement, parce que certains n'ont pas été attrapés tout de suite, hein. On a été les chercher bien après, des mois après, parfois même 1 an après. Et c'est là que je viens à la spécificité de cette lutte sur les violences policières. Parce que là, en fait, quand on met 3 frères d'Adama Traoré en prison, et quand on met 25 forces, 25 jeunes du quartier en prison, en fait, là, on se retrouve dans des méthodes, clairement, c'est l'héritage des méthodes de répression coloniale. C'est-à-dire qu'en fait, on a, à l'époque de la colonisation, quand on avait un village ou une ville qui se révoltait, eh bien en fait on avait une punition collective. Non seulement on attrapait les meneurs, mais en plus on faisait subir une punition collective à tout le village. Alors souvent ça se passait donc par des emprisonnements, par des décapitations, donc on décapitait les résistants, et souvent on les déportait. Donc soit dans le sud, par exemple en Algérie, par exemple aux portes du Sahara, ou sinon en Nouvelle-Calédonie. Eh bien là, vous allez me dire, où est le rapport? Évidemment, toute proportion gardée. Mais là, on a carrément tout un... Vous vous rendez compte ou quoi? Une ville entière, elle est punie. On vide la ville de ses habitants. Et en plus ça, c'est pas tout. Pourquoi je parle de déportation et d'éloignement, etc. C'est qu'en fait, la plupart des condamnations de ces jeunes, ils n'ont plus le droit de revenir à Beaumont-sur-Oise. Pendant 2 ans, 3 ans. Vous vous rendez compte ou pas? C'est quasiment le temps de l'instruction. Quasiment le temps d'arriver jusqu'au procès. Ils n'ont plus le droit de revenir à Beaumont-sur-Oise. Ils n'ont plus le droit de revoir leur famille. Ils n'ont plus le droit de revoir, pour certains, leurs enfants qui vivent là-bas, qui vont à l'école là-bas. Ils n'ont plus le droit, vous le savez ça ou pas? Ils n'ont plus le droit. Ils sont éloignés. Oui, effectivement, comme dit Assa, le bébé de Youssouf est né pendant qu'il était en détention, il n'a pas pu le voir. Et il s'appelle Adama Traoré. Eh bien, ça c'est vraiment des méthodes coloniales pour briser la lutte. Et ce que je dis ici, donc retenez bien ce que j'ai dit au début sur le fait que ce qu'on peut faire aujourd'hui un mouvement social sur les quartiers populaires, ce n'est que la lutte du comité Adama. Comme l'a dit tout à l'heure Assa Traoré, des morts par la police, c'est tous les mois aujourd'hui. Selon la CAT, c'est à peu près 15 par an. D'accord? Le dernier en date, effectivement, c'est Gaël Camara qu'on a aidé et qu'on soutient à fond, qui a été tué comme d'une balle dans la tête à Épinay-sur-Seine. Et on a quand même la police de cet État, de la France, de la République française, qui fait quand même des manifs en pleine nuit cagoulés pour avoir le droit armé, évidemment, pour faire passer une loi qui leur donne l'autorisation de tirer en cas d'autodéfense. Pour nous, concrètement, ça veut dire permis de tuer. Donc on a des gens qui sont censés protéger les citoyens français, des policiers de la République française, enfin moi j'ai jamais cru personnellement depuis que j'ai l'âge de comprendre, eh bien, ils ont fait des manifestations cagoulées en pleine nuit, dans les rues de Paris, devant les TGI, pour avoir le droit de tirer. Et ils l'ont obtenu. Ils l'ont obtenu sous un gouvernement d'un certain parti socialiste, le gouvernement d'un certain François Hollande, avec un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Manuel Valls, qui est aujourd'hui député En Marche. Et donc, effectivement, ces morts ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, je vous apprends rien. Évidemment que sûrement certains d'entre vous le savent, c'est que donc on a eu 2005. Donc 2005, quand on parle d'héritage colonial, quand en 2005 quand même, vous avez en France 3 semaines de révolte, j'ai dit que j'allais y revenir, avec une disposition coloniale qui est l'état d'urgence, qui est certes légal, qui est dans la Constitution, mais cette Constitution a été créée pour sauver l'Empire colonial français. Ça a été créé par un certain général de Gaulle qui est venu à la rescousse de la France qui était embourbée en Algérie dans une guerre coloniale. Et cette disposition de l'état d'urgence a été décrétée en 2005, mais sûrement pas dans les quartiers où vivent, pas à Paris, d'accord, pas dans les grandes villes. Non, ça a été décrété que dans les quartiers populaires, là où vivent 90% des Noirs et des Arabes, c'est-à-dire les descendants d'anciens colonisés. Ça a été décrété que dans ces quartiers-là. On a eu l'état d'urgence. L'état d'urgence n'a été appliqué que 2 fois dans l'histoire de la Ve République. Une fois pendant la guerre d'Algérie, le 17 octobre 61, 300 Algériens jetés à la Seine par la police française. Et la deuxième fois, c'était en Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, nous soutenons à fond le peuple kanak pour son indépendance. Et il va y avoir un référendum d'autodétermination en 2018 ou 2019. Malheureusement, c'est Valls. L'état d'urgence, je suis désolée, je te coupe, mais il n'a pas été aussi appliqué en 2005 dans les banlieues. Il a été appliqué en 2005. Non, il a dit Nouvelle-Calédonie. Écoute, si tu écoutes, tu vas... En fait, j'ai dit 2005. Et la seule fois où ça a été appliqué avant 2005, c'était en Nouvelle-Calédonie. Et à la guerre d'Algérie. Voilà. Donc ça a été appliqué que pour des cas où ça concernait en fait des descendants de colonisés. Voilà.
Donc c'est juste pour dire que c'est pas de la théorie comme ça dans le vent, quoi, et que c'est concret. Et qu'en 2005, on a quand même eu le droit à des drones, on a quand même eu le droit à un dispositif quasi militaire de déploiement dans les quartiers populaires en France, et que le 22 juillet 2017, quand on a marché à Beaumont-sur-Oise, il faut savoir qu'un drone nous surveillait pendant tout le long du parcours, au calme, tranquillement. Moi, je sais pas, moi, un drone, quand je regarde la télé, les drones, je sais pas, c'est au Pakistan, c'est dans le Sahel, malheureusement, c'est en Palestine, malheureusement, mais dans les banlieues françaises, pour surveiller les Noirs et les Arabes, on envoie des drones. Faut le savoir. C'est présent aussi dans toutes les manifestations. Maintenant, la première fois c'était en 2005. En fait, je dis pas que je vais, donc sachant que ça, donc du coup je vais devoir ramener. Bon, après vous pourrez poser vos questions, mais bon, à chaque fois on me dit ça en fait. Mais bon, je dis juste qu'en fait c'est appliqué sur les descendants de colonisés d'abord. Après, bien évidemment, l'état d'urgence par exemple, ça a été utilisé contre des militants écolos. Pendant la COP 2021. Attends, je vais juste terminer, après tu pourras me poser. Parce que là en ce moment c'est en train d'utiliser les drones là justement. Alors. Et donc, du coup, dans les années, donc du coup, on a eu 2005, mais bon, évidemment, ça existait auparavant, ça existait déjà dans les années 90. Notamment, on se souvient d'Abdelkader Bouziane, 15 ans, Adama Rilelis, tué d'une balle dans la nuque par les policiers de la BAC. Ça a été le cas dans les années 80 également, 70, les années 60 évidemment. Et donc, dans des crimes policiers qui concernent, dans l'écrasante majorité des cas, des Noirs et des Arabes. Alors, et maintenant c'est la question, je vais finir par ça, et donc on pourra, je pense, ouvrir le débat, donc la question que l'on doit se poser, c'est du coup, au nom de qui on tue aujourd'hui des jeunes noirs et des jeunes arabes en France? Au nom de qui? Pourquoi, aujourd'hui, dans les quartiers populaires en France, il y a une surconcentration de gendarmes et de policiers? Et pourquoi dans d'autres quartiers, quand je me promène sur Paris, ça m'arrive, je vois quasiment jamais de policiers? Pourquoi est-ce que dans les quartiers populaires, au nom de qui ces gendarmes et ces policiers viennent surarmés? Au nom de qui? Pour protéger qui? Pour protéger quel ordre social? Donc je pense que c'est la question que doit se poser, je pense, tout mouvement contestataire, de gauche, social, qui se respecte. Merci. On peut ouvrir la discussion. On n'a pas beaucoup de temps, donc on peut limiter. Oui. Ah, ok. Donc on aimerait que les interventions soient très courtes, sur 2 minutes. Donc voilà. Enfin, Yanis. Moi, c'est juste pour dire, déjà, tous les personnes racisées, quand elles parlent de ce délire, c'est pas vous.